Et maintenant, on ménage le suspense pour rien. La dernière fois, on vous a dit que notre frustration avait été le carburant de notre motivation à faire ces vidéos. Mais vous savez quel a été le déclic? C'est simple. Les Césars. Bon, sûrement vous ne les avez pas regardés parce que les Césars sont ce qu'ils sont, mais vous avez certainement dû entendre parler de son ouverture. En effet, la 44e cérémonie des Césars s'est ouverte sur une reprise de We Will Rock You par Cadmerade, digne d'un Jean-Michel. Qu'est-ce que j'ai fait de ma carrière? Sauf que les Césars se sont déroulés un 22 février 2019, soit un mois après la mort de Michel Legrand. Si vous ne connaissez pas Michel Legrand, vous avez forcément entendu parler de deux des films où il a été compositeur, Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort. Tous les deux réalisés par Jacques Demy et tous les deux avec Catherine Deneuve. Et croyez-moi, ce sont des films qui ont beaucoup marqué l'histoire du cinéma et qui ont laissé une trace indélébile dans l'imaginaire collectif. Et vous devez cerner le problème que j'ai avec ça. Ils ont préféré rendre hommage pour leur numéro musical à une production américaine parce qu'elle a eu du succès. Si c'était vraiment un hommage à Queen, pourquoi en 2019 ? À pas pour surfer sur ce film. Et au-delà du pourquoi, pour qui? Pour le grand public? Mais on ne va pas se leurrer, le grand public n'est pas attiré par les Césars, qui est en partie regardé seulement par les gros comptes cinéphiles et par les professionnels du milieu, qui sont loin d'avoir adoré le film. Donc, pour un public qui n'a jamais été conquis par les Césars, on a dû avoir un hommage à un pauvre film américain, bon ou mauvais pour l'instant ce n'est pas la question, plutôt qu'à une des personnes qui a donné ses lettres de noblesse au cinéma. Et là on va nous dire, vous critiquez, mais vous ne proposez rien. Eh bien nous, on va vous dire l'hommage qu'on aurait bien aimé avoir. La cérémonie était présentée par Cadmerade. Le très récent César du public, qui récompense le plus grand succès français au box-office, allait être donné à Olivier Barou pour Les Tuches 3. Et Cadmerade et Olivier Barou, on les a déjà vus au même endroit, au même moment, vu que c'était eux deux, les membres de KDO. Je savole une abeille et je... Camolax! Et donc on aurait bien vu, Nous sommes des sœurs jumelles, chantées par KDO, déguisées en Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. Mais à la place, on a eu ce... truc. Des fois, on a l'impression de vivre dans le mauvais univers parallèle. Ceci étant, on a un film à critiquer, donc allons-y. Et promis, cette fois, on va pas lire notre texte. Enfin! Bon, malgré ce qu'on a vu dans la première partie, une genèse chaotique et une équipe pas forcément motivée par les meilleures intentions, ça ne fait pas un mauvais film. Kubrick poussait à bout ses acteurs. Klaus Kinski était un énorme connard. Le réal de American History X a renié son film car le montage final lui avait été refusé. Et pourtant, ça n'a pas empêché ses artistes ou ses œuvres de marquer en bien le cinéma. Donc maintenant qu'on connaît sa création, on va enfin pouvoir juger de ce que ce film a dans le ventre. Et sans trop vouloir vous spoiler, on va vous expliquer pourquoi ce film échoue à tout ce qu'il devrait être. Et on va commencer par l'un des défauts qui semble le plus flagrant, mais qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas forcément le plus intéressant. Ce film ne raconte pas l'histoire de Queen. On y croit, Inch'Allah, même si Jacques Audiard est là. Bon, déjà on va brièvement résumer le film. Et on vous prévient, on va spoiler. Donc le film nous narre l'histoire du groupe Queen, sa création au début des années 70 jusqu'au concert du Live Aid en 1985. On y suivra le développement de certaines chansons et en parallèle les histoires de cœur de son leader Freddie Mercury. Et on va ouvrir en vitesse le Wikipédia du Live Aid parce que vu son importance dans la construction du récit, autant s'informer sur ce que c'est déjà ça de prix. En 1985, les deux musiciens Bob Geldof et Midge Ure organisent un double concert à Londres et à Philadelphie dans le but de récolter des fonds contre la famine en Éthiopie. Notez d'ailleurs que Bob Geldof, qui est le leader de The Boomtown Rats, était déjà connu pour ses initiatives contre la faim dans le monde. Et son rôle de Pink dans Pink Floyd The Wall, qui est indispensable et putain de génial. Le concert réunira, en plus de Queen, un nombre colossal de talents. Jagger, Bowie, Elton, McCartney, The Who, Led Zeppelin, Phil Collins, REO Speedwagon, Bob Dylan.
La prestation de Queen sera retenue comme l'une des meilleures, comme l'une des plus iconiques. Et c'est sûrement pour ça qu'au lieu d'avoir un biopic sur Queen, on a un biopic sur Live Aid. Et oui, tout le film n'est qu'une préparation Live Aid, enfin à leur prestation à eux, comme nous le faisait remarquer l'intro. On commence par suivre Freddie Mercury, mais ce n'est finalement qu'une porte d'ouverture pour le Live Aid. On a un léger travelling, et au lieu d'entrer dans Freddie Mercury comme le film aurait dû le faire, on entre sur scène. On entre, encore une fois, dans le Live Aid. À partir de là, toutes les scènes ne serviront qu'à introduire les chansons et les enjeux de cette scène. Et d'une certaine façon, le titre du film, vous pensiez que c'était une référence à la chanson la plus connue de Queen? Non, c'est une référence à la première chanson du Live Aid, vu que le film ne récupère pas grand chose de la qualité de ce titre. On verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Ouais, je dis ça parce que comme ça ils sont obligés de regarder la vidéo en entier. Ah, technique de chien, hein, mais technique quand même. Enfin, on dit ça pour essayer de trouver une justification au film, car lui-même ne sait même pas de quoi il parle. Déjà, le film parle trop peu du Live Aid pour vraiment être intéressant à ce niveau-là. En plus, il se permet de présenter Queen comme les grands sauveurs de la soirée, alors que pas du tout. Ce n'est pas grâce à leur représentation que les gens se sont mis à donner. D'une autre façon, le film ne raconte pas forcément l'histoire du groupe. Une grande partie de celui-ci tourne essentiellement autour de la vie de Freddie Mercury. Mais le film ne parle pas non plus de Freddie Mercury, car on y passe sous silence des périodes fondatrices de sa vie et de son œuvre. De ce fait, le film n'est pas non plus une œuvre queer sur l'une des icônes les plus connues de la communauté LGBT à cause de son homosexualité traitée avec le cul, parce que historiquement il était obligé d'en parler, alors qu'eux ne voulaient pas vraiment aborder ça. Donc le film ne parle pas de grand chose. Et pour le peu qu'il dit, c'est pas vraiment folichon. Déjà, on va aborder la véracité historique du film. Et ce pourquoi ça dérange. On ne va pas s'amuser à faire une liste de tous les changements. Il y en a déjà plein sur internet qui les ont répertoriés. Mais juste histoire de vous faire comprendre le truc, quelques petits exemples. 1. Ils ne se sont pas connus comme ça. D'ailleurs, quand Freddie Mercury est entré dans le groupe, il connaissait déjà Brian May et Roger Taylor depuis des années. Freddie Mercury était un pote d'un certain Tim Staffel à l'université, le leader du groupe Smile. Pour l'histoire, c'est le groupe qui était composé de Tim Staffel, Brian May et Roger Taylor. D'ailleurs, la première fois que Staffel présente Mercury à la bande, ils lui ont fait comprendre qu'il n'était pas fait pour être une rockstar. Puis quelques temps sont passés, Freddie a même partagé une coloc avec Roger Taylor fin 69, puis en 70, Tim Staffel part des Smile et c'est lui qui conseillera au groupe de prendre Freddie Mercury. Autre point assez connu, le Live Aid c'est 85 et Freddie apprend qu'il est atteint du VIH qu'en 87. Du coup non, le Live Aid n'est pas son chant du cygne. D'ailleurs, encore pour cette raison de vouloir surdramatiser le film, ils leur ont inventé une rupture alors que le groupe ne s'est jamais séparé. Ils ont eu des périodes de pause et certains en ont profité pour faire une carrière solo. Et d'une même façon, ce n'est pas pour le Live Aid qu'ils se sont rabibochés, dans la logique où ils se seraient séparés. Bien entendu qu'on ne s'inscrit pas à un tel événement 2 semaines avant. Pas la fête de la musique non plus. Et puis cette histoire nous mène à une des scènes qui résume le plus grand n'importe quoi historique. Mesdames et messieurs, l'hypocrisie. You just kill Queen. Pourquoi c'est n'importe quoi? Pour résumer, dans cette scène, Freddie Mercury annonce son envie de quitter le groupe pour faire une carrière solo. Il y a une engueulade et Roger Taylor lance à Freddie Mercury You just kill Queen. Mais que dit l'histoire? On se doute que cette scène, et donc leur split, se passe entre 84 et 85. Ça on peut le savoir grâce aux 2 scènes qui la précèdent, à savoir l'interview qui se passe à la sortie de Hot Space, donc en 82, et le tournage du clip I Want to Break Free, donc qui doit se dérouler aux alentours de la sortie de l'album The Works en 84. Et ça pose un problème. Mais pour cela, on va devoir revenir sur l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Queen, à savoir le début des années 80. Fin 80 sort l'album Flash Gordon, qui est l'OST du film éponyme. L'album a une seule musique chantée, la fameuse Sinon tout le reste, c'est de l'instrumental un peu expérimental. Sauf que l'album n'est pas du tout un succès commercial, et ça marquera le groupe. Leur prochain ne sortira qu'en mai 82. Voulant explorer les musiques de boîte de nuit, Hot Space sera juste leur pire album. En voulant recréer ce que les gens ont aimé dans Another One Beats the Dust, Queen va simplement produire du sous David Bowie. Et d'ailleurs l'album se termine par leur duo avec David Bowie. La production de cet album se fera aussi dans les larmes et le sang. Et ils feront encore une pause jusqu'en février 84 avec The Work. Et lui, pour le coup, ça sera l'un de leurs meilleurs. Ah oui,
tout de suite quand on se met au travail. Cependant, l'album n'aura pas le succès escompté en Amérique. Donc après une tournée dans une Afrique du Sud en plein apartheid, ils vont décider de faire une petite pause qui sera vite écourtée par le Live Aid, puis par la sortie de A Kind of Magic en 1986. D'ailleurs, c'est après cet album qu'on aura la plus grande pause pour le groupe, due à l'annonce de la séropositivité de Freddie Mercury et au fait qu'il a voulu se consacrer à l'une des œuvres les plus fortes de sa carrière, à savoir l'album opéra Barcelona. Mais pour en revenir au film, il passe sous silence les hiatus entre Flash Gordon et Hot Space, et entre Hot Space et The Works, alors que ce sont les deux plus violents du groupe. Et tout ça pour s'intéresser à celui entre The Works et le Live Aid, qui n'est finalement même pas dû à du sang ou des larmes, et pour y foutre une histoire de split qui n'existe même pas, bordel de merde, ça m'énerve. Donc non, Freddie Mercury n'a pas tué Queen. Et vous savez ce qui rend cette scène encore plus détestable? C'est que Roger Taylor avait déjà sorti 2 albums solo avant que Freddie Mercury sorte Mr. Bad Guy en 1985. Il avait sorti Fun in Space en 1981 et Strange Frontier en 1984. Et on va encore me traiter de rageux, hein. Mais si vous acceptez de bouffer de la merde sous prétexte qu'il y a des bouts de maïs dedans, c'est pas vraiment de ma faute. You just kill Queen. Oh, ferme ta gueule, toi. On va se calmer. Et on va voir pourquoi ces changements par rapport à l'histoire sont gênants, voire dangereux. Tous les films qui veulent raconter l'histoire, à un moment ou à un autre, la changent. Parce que la vie n'est pas un film. Et si on enlève le simple fait qu'on puisse ne pas savoir exactement ce qui s'est passé, mais on sait que ça s'est passé et on veut le raconter, il faut que ce qui est dans le film serve avant tout le film et son propos. Et c'est pour ça que tous les changements ne nous gênent pas. Par exemple, le fait qu'il apprenne qu'il a le VIH avant son concert donne une force supplémentaire dans la scène du Live Aid. Mais le problème, c'est que la plupart de ces changements ne servent aucun propos. Comme on l'a déjà dit, le film ne raconte pas l'histoire avec un grand H. Mais si au moins les changements permettaient de raconter une histoire un minimum originale, ce serait déjà bien. Sauf que non. En plus de nous servir la construction la plus conne du monde, avec le coup dans l'ordre de la formation du groupe, le succès, la crise, l'errance, et enfin le chant du cygne et la rédemption, qu'on a déjà vu 1000 fois comme dans Ray ou The Doors, le film est surtout un putain de repompage de Walk the Line, avec ce coup de commencer par un concert qui reviendra à la fin. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est vraiment un coup qu'on déteste. C'est une espèce de gimmick de comédie américaine à la con. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé à penser ça. Laissez-moi vous... Non. Bon, faire des changements historiques c'est une chose, mais il faut aussi le justifier au public. Tout simplement, pourquoi dans le génial Amadeus de Milos Forman ça ne gêne pas? Eh bien parce que l'histoire est racontée par Salieri qui est complètement gaga sur la fin de sa vie. Le fait que ce soit lui-même qui raconte son histoire, ça justifie les approximations et les quelques erreurs. Il raconte ce qu'il veut raconter, à partir de ses souvenirs et de ses ressentiments qui, avec le temps, ont dû être altérés. On peut aussi justifier ça par la volonté des auteurs, comme avec Gainsbourg qui se permet des fulgurances artistiques parce que ce film se veut comme un conte et non un biopic. Et le problème c'est que notre film, de une, est raconté de façon linéaire, donc ne justifie rien de par la narration, et que pour les producteurs, le film suit la vie de Queen, en essayant de pas trop accabler Freddie, donc ne justifie pas plus de par sa volonté. Donc ces écarts déjà ne servent à rien car ils ne racontent rien de nouveau, et en plus ne sont même pas justifiés. Et ça, c'est hyper insidieux, parce que le public, nous les premiers, quand on est sorti de la salle, on pensait que ce que nous disait le film, c'était la vérité. Ça va paraître un peu enfantin ce que je vais vous dire, mais c'est pas bien de faire croire des mensonges aux gens. C'est même dangereux, parce que ce film est dangereux, surtout pour un public pas très regardant. Le film se permet de dire pas mal de mensonges sur pas mal de choses, notamment sur celui qu'il voulait protéger, Freddie Mercury. Les producteurs se sont beaucoup défendus en disant que le film respectait la vie privée de Freddie Mercury comme il l'aurait voulu. Et certains fans ont suivi, en prétextant que si vous trouviez le film trop sage, c'est que vous vouliez seulement voir plus de cul et de drogue, et c'est que vous n'étiez qu'un voyeur et que ça montrait que notre société partait en couille et bla et bla et bla. Sauf qu'on a juste l'impression que les gens n'assumaient pas la vie de Freddie Mercury. D'ailleurs, le terme voyeuriste est vraiment sorti de nombreuses fois. C'était un peu l'argument ultime des darons de 70 ans, devenus acariâtres avec le temps quand quelqu'un trouvait que le traitement de Freddie Mercury était à chier. Sauf que, spoiler, un biopic est par définition voyeuriste. Bah oui, de base, le voyeurisme, c'est des gens qui sont attirés par l'intimité des personnes. Et quand tu fais un biopic, bah ton but c'est de raconter l'intimité d'une personne, comment il vivait et comment il pensait. On peut même aller plus loin, en disant que toute œuvre est voyeuriste. Toute œuvre nous passionne pour ce qu'il révèle de ses personnages ou de ses auteurs. Et c'est pour ça qu'on comprend pas cette critique.
C'est juste un non-sens qui permet de justifier ce torchon. Mais ils ont raison sur un point, le film ne montre rien. On a ce côté voyeuriste, parce que le film n'arrête pas de nous répéter que c'est un drogué, un débauché, mais d'un autre côté, il nous le montre pas. On ne va pas faire les mecs qui ont tout vu, tout connu. Mais bordel que c'est sage ces soirées de débauche. Peu d'alcool, pas de drogue. Le seul truc qui fait youpla boum, c'est qu'ils sont en costume. Mais c'est du niveau des séries françaises où ils te foutent un kidam avec une cravate sur le front qui fait polop pop 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 pour te dire que la fiesta bat son plein. On en arrive au niveau où Freddy arrive soi-disant drogué en enregistrement avec une petite bouteille toute mignonne de bière dans la patoune. Oh, regardez-moi ce débauché, il va en faire jaser les médias, dis donc. Dans la vraie vie, même si au début il était très prude, pour ses 39 ans, il a quand même organisé une soirée de 3 semaines avec des nains recouverts de pâté, des montagnes de coke et des gens qui se tronchaient devant tout le monde. Mais derrière ce côté très festif, c'était aussi un mec qui, dans la période la plus sombre de sa vie, préférait se droguer après les concerts plutôt que de voir ses fans. Donc, non, ce que nous montre ce film n'est pas assez. Parce qu'il n'arrête pas de nous en parler. Outre cet aspect débauché de sa vie, il y en a beaucoup d'autres qui manquent. Truc tout bête, vous le savez tous, Freddie Mercury s'appelle en réalité Farrokh Bulsara. Et désolé pour la prononciation. Mais vous savez d'où il vient ce pseudo? Parce que cette question autour du nom d'artiste revient souvent dans les biopics. Dans Clo-Clo, Claude François veut garder son vrai prénom pour se différencier de ceux américanisants qu'on choisit des Eddie Mitchell ou des Johnny Hallyday. Dans le génial La Môme, Edith Piaf va changer de pseudo pour satisfaire une audience, sous la volonté de ses producteurs pour montrer qu'elle a été manipulée dans sa jeunesse. Mais quid de Freddie Mercury du coup? Déjà, Mercury c'est un hommage à Mother Mercury, un personnage de My Fairy King qui est l'une des premières chansons qu'il a écrites pour le groupe. Mother Mercury, look what they done to me. Et pourquoi Freddie? Pour faire vite, Freddie a vécu la fin de son adolescence dans un milieu pauvre, mais ce n'a pas toujours été le cas. Au départ, son père était diplomate aux Zanzibar, mais en 1964, la famille doit quitter le pays suite à la révolution. Abandonnant toutes leurs affaires, ils arrivent en Angleterre sans rien, et ça peut expliquer l'attachement qu'avait son père à son nom, parce que c'est ce qui lui restait de sa renommée d'avant. Et pour Freddy, c'est le diminutif de Frédéric, le prénom qu'on lui donnait quand il était en pension près de Bombay en Inde, dans sa jeunesse. Un prénom donc qui symbolisait son attachement à l'Angleterre, le pays qui, par la suite, vont les lâcher comme des moins que rien. Et on peut alors comprendre que son père n'a pas apprécié qu'il garde son prénom anglais comme prénom de scène. Mais ce n'est pas dans le film. Donc on a juste un Freddie Mercury qui se renomme sur un coup de tête et son père qui est énervé pour on ne sait quelle raison. Encore une fois on en parle mais sans vouloir l'aborder. Puis le film est même assez insultant envers sa carrière solo, en ne la traitant que comme une errance de Freddie Mercury, alors que son deuxième album, Barcelona, est pour nous l'une de ses plus grandes œuvres. Le film n'en a tellement rien à faire de sa carrière solo qu'il va même nous dire que le mec a fait ses 2 albums durant leur rupture. Alors que s'il a bien fait Mr. Bad Boy en 85, ce n'est qu'en 88 qu'il sortira Barcelona, soit 3 ans après les événements du film. Ah oui, et pour en revenir à notre pote Roger Taylor, en plus de tes albums solo, tu avais aussi eu un groupe en parallèle de Queen. Et que bien au contraire, non, Freddie n'a pas tué Queen, il l'a même sauvé plusieurs fois, notamment dans les années 70 avec les Sex Pistols. Je vous laisse faire des recherches, c'est hyper intéressant. You just kill Queen. Donc non. Contrairement à ce que disent les fans, le film ne respecte pas Freddie Mercury. Mais ce n'est pas fini, je sais qu'on est sur internet, mais il va bien falloir rentrer dans la Danger Zone. Et on va parler d'un sujet sensible, du traitement de son homosexualité. Et ouais, un film sur l'une des icônes les plus connues des communautés LGBT ne contient en tout et pour tout que 4 scènes vraiment directes si on enlève les simples œillades flippantes. Et sur ces 4 scènes, 2 agressions, le comment montrer que tes personnages sont homo alors que tu es trop choqué de les voir s'embrasser mais que bon, faut bien que Twitter kiffe ton film, pour finalement qu'une seule vraie scène de tendresse directe, ce qui est assez faible. Encore une fois, on en parle, mais sans vouloir l'aborder. D'une autre façon, cette homosexualité est vécue comme une malédiction. Oui, en gros, Freddie Mercury aura 3 relations dans le film. La première, hétéro avec Mary Austin, puis une homosexuelle avec Paul Prenter, enfin on y reviendra après, et une dernière à la fin du film avec Jim Newton. Séparer Freddie de sa bisexualité, ce serait une espèce de négationnisme de producteurs qui va lisser leur personnage parce qu'il a eu, dans les communautés LGBT, une réelle importance. Il fait partie de ces gens grâce à qui on a ouvert les yeux sur le sida. Seulement le film se permet d'utiliser un mythe assez dégueu, celui du bon et du mauvais gay. Et plus encore celui de la bonne et de la mauvaise sexualité. Bah oui, en premier tout va bien. Il est dans une relation amoureuse et hétéro avec Mary Austin. Le groupe commence à être connu et lui est encore assez sage. Seulement, fatatras, il apprend qu'il est homosexuel. Ah oui, pas bisexuel, homosexuel. Say it. I've been thinking about it a lot.
think I'm bisexual. Freddie, you okay? Et là, tout se barre en couille. Il va sortir avec une petite peste et va se mettre à être accro au sexe et à la drogue. Enfin, d'après le film. Encore une fois, rien ne montre qu'il a une relation avec Paul Prenter. On a juste la scène qu'on vous a présentée, mais il se fait recal après. Alors que du côté de Mary Austin, on en avait bien plus. Avec ce que nous donne le film, clairement, Paul Prenter est plus possessif envers Freddie Mercury que amoureux ou amant. D'ailleurs, dans la vraie vie, Paul Prenter, ce n'était pas le connard qu'on nous décrit dans le film. Certes, après leur rupture, il aurait vendu des infos et des photos de Freddie Mercury à des tabloïds. Mais sa relation n'était pas du tout toxique avant ça. D'ailleurs, c'est lui qui a quitté Freddie Mercury parce qu'il ne s'y retrouvait plus dans la vie de son copain. Mais bon, fallait bien trouver un méchant. D'ailleurs, en parlant de personnages un peu manipulés, Ray Foster, le producteur joué par Mike Myers, n'a pas existé. C'est une personnification de la boîte de prod. Même si le personnage s'inspire pas mal de Roy Featherson, le patron de l'époque de la EMI qui, lui, aimait beaucoup Queen. Et aussi, bien qu'ils aient émis des doutes auprès du classique de A Night at the Opera, ils n'ont pas quitté pour autant la boîte. Et ont même fait pas mal de leurs albums avec eux après. Officiellement, ce n'est qu'en 2010 qu'ils ont quitté la EMI. Ouais. Mais revenons à nos moutons. En bref, pour le film, avoir une vie sexuelle libre à côté d'une vie de couple, c'est la cata. Et autant on accepte que les personnages voient ça d'un mauvais œil, autant que le film nous montre ça comme mauvais, c'est du foutage de gueule. Tu es censé parler de Freddie Mercury, et au lieu de vouloir expliquer et nous faire rentrer dans sa vision des choses, comme Oliver Stone le faisait avec The Doors, tu préfères le condamner. Surtout qu'après il retourne dans une relation saine et bien mignonne, et là tout va pour le mieux malgré ce qu'il a chopé par le pipou. On a donc un film qui devait parler de sa bisexualité, mais dont les producteurs ne voulaient pas le faire et finissent par simplement être insultants avec une vision à la limite de l'homophobie et du conservatisme. Encore une fois, montrer que ton personnage est accro au sexe et à la drogue, ils le font très bien avec Walk the Line, alors que le film ne montre même pas une poitrine. C'est possible de parler d'un sujet sans être voyeuriste. Et on passera sur la mise en scène ultra glauque des Barguets, digne d'un polar de Maxime Chatham. Donc, non, ce film ne respecte pas Freddie Mercury. Et bien que Rami Malek joue très bien avec ce qu'on lui donne, Freddie Mercury n'est pas non plus ce personnage de candide manipulable que dépeint le film. Ah oui, et pour finir, petite pensée pour John Deacon. Le mec, c'était le protégé de Freddie Mercury. Sa mort l'a tellement marqué qu'il s'est vite retiré de la scène. Il a écrit parmi les chansons les plus connues du groupe, dont Another One Bites the Dust, qui est leur plus gros succès. Et le mec se retrouve avec même pas 2 ou 3 scènes où il ne fait pas seulement tapisserie. D'ailleurs, c'est un petit peu gênant parce que c'était le membre le plus proche de Freddie Mercury et pourtant dans le film, il lui lâche un bon vieux PTDR, t'es qui? Dickie, for the life of me, nothing comes to mind. Aïe. Et qu'est-ce qu'on dit à Dickie du coup? John, you're downstairs. Plus sérieusement et sans vouloir être mauvaise langue, est-ce que cela est dû au fait qu'ils n'étaient pas liés à la production du film? Parce que May et Taylor sont bien plus présents, eux, et leurs personnages bien plus développés. Enfin, à la hauteur de ce que permet le cliché du rocker cool, chébrant, grand cœur à la Disney Channel qu'ils se tapent. Le doute est de mise. Mais il est vrai que dans le film, ils aiment bien quand même se balancer quelques fleurs. Smile. Makes sense for a dental student. And you're astrophysics, aren't you? Yeah. Makes you the clever one. Yeah, I suppose it does, yeah. Oh, c'est peut-être seulement parce que je suis un rageux qui voit le mal partout. Donc en soi, le film ne parle pas de Queen. Il reprend des lieux et des noms, mais ça ne va pas plus loin. On est presque au niveau d'une fanfic là, et pas des meilleurs. Et finalement, tout ça pourquoi? Pour l'ego des deux qui produisent. Bah oui, ils se donnent plus d'importance en essayant de faire passer Freddie Mercury pour un mec, certes talentueux, mais qui, s'il n'est pas bien encadré, finit par partir en roue libre. I went to Munich. I hired a bunch of guys. I told them exactly what I wanted them to do, and the problem was they did it. No pushback from Roger. None of your rewrites. None of his funny looks. I need you. And you need me. Sauf qu'on n'avait pas besoin de ça. On n'a jamais remis en question leur implication dans le succès de Queen. Mais bon, ce n'est pas fini, parce que si le film ne parle pas de la vie d'un artiste, il peut tout aussi bien parler de son œuvre. Et on ira même dire que nous, personnellement, on préfère ça. Donc notre film, à défaut d'être un bon biopic, c'est peut-être un bel hommage. Bismillah. Oh, aye. Bismillah.
Oui? Vous êtes pas Pipe? Bah oui, c'est pourquoi. You just kill Queen.